petite capsule, puisqu'on appelle ça comme ça, sur le lien entre la tête et le corps. Kinésiologie, c'est une pratique, kiné, le mouvement, logos, le langage, hein. C'est une pratique qui va dans le corps, qui s'intéresse au mouvement du corps, hein. C'est une pratique psychocorporelle, on pourrait appeler ça. C'est une pratique également holistique parce qu'en fait, dans le mot, on va prendre l'individu, la personne dans toutes ses dimensions. Donc il y a le corps physique, et cetera, mais il y a l'aspect mental, spirituel, émotionnel, psychique, physiologique, et cetera. Voilà, donc c'est une pratique qui vraiment va tout intégrer en passant par le ressenti du corps. Et les personnes, lorsqu'elles viennent me voir pour la première fois, heu, je leur fais faire un exercice et puis si pour ceux qui sont venus me voir il y a longtemps, je leur refais faire l'exercice ou je leur fais faire l'exercice s'ils ne l'ont jamais fait. Un exercice qui les oblige à aller dans le ressenti et dans le corps. Voilà, c'est le début de la 1re séance en général, pour avoir vraiment la prise de conscience de comment ça se passe dans le corps et puis surtout voir, est-ce que je suis dans mon ressenti ou pas? Ou est-ce que je suis tout le temps dans mon mental? Donc c'est le cas d'une jeune femme qui est venue me voir, qui a des problèmes. Elle vient me voir pour des douleurs dans le dos. Elle est allée voir, voilà, elle a régulièrement des douleurs, elle m'explique, elle a régulièrement des douleurs dans le bas du dos, mais que récemment, douleurs violentes, à l'arrière du dos, au niveau du poumon droit, voilà. Et donc elle est allée voir, des praticiens, enfin un praticien notamment, qui est spécialisé en kinésiologie, qui est kinésiologue, et qui travaille aussi sur la posture, qui est spécialisé sur la posture. Donc il a fait un boulot, elle me dit déjà, j'avais quasiment plus mal, hein, et puis il lui dit, «Il y a un truc au cervical, quelque chose, est-ce que ça vous parle, la sérénité, la confiance, l'harmonie?» Et il lui dit de venir me voir. Bon, ce qu'elle fait et à ce moment-là, donc je lui explique vraiment la notion fondamentale d'aller dans son corps et comment le corps parle et comment le corps ne se trompe jamais. Et dans tout ce qu'elle me dit, j'entoure un mot particulier, enfin trois exactement, mais il y en a alors il y en a deux qui sont parlants, le mot cervical, donc ça confirme ce que disait le précédent kinésiologue spécialisé là en posture, et le mot proche, la notion de proximité, proche. Toute la séance, alors j'avais que 2 points, hein, blocage, hein. J'ai travaillé précisément sur un point du vaisseau gouverneur, le numéro 11 de mémoire pour ne pas ouais, c'est ça, le numéro 11, et sur une aura, la deuxième, peu importe, hein, voilà, sur une des auras. C'est tout ce que j'avais. Par contre, on est tombé sur quelque chose d'extrêmement intéressant. Je lui ai lu un texte, on est tombé sur ce gros bouquin-là, voilà, qui est une Bible, hein, c'est un truc énorme. C'est vraiment, ça traite de la biologie de l'amour, c'est-à-dire la, la, la réalité physique et physiologique du processus d'amour et de lien affectif entre l'enfant, les parents, etc. C'est physique, l'amour, en fait, hein. Il y a une réalité, il y a une chimie qui se met en place dans les premières années et la gestation de l'enfant. Voilà. Et on tombe sur cette page, donc 60. Et je vais la lire parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et important de comprendre comment on fonctionne, en fait. On apprend toujours plein de choses, hein, quand on tombe sur ces bouquins, sur ces pages-là. Donc ça parle de l'amygdale qui est notre mère nature au travail. C'est ça le titre du passage. Lorsqu'une connexion s'effectue par les fibres nerveuses qui relient l'amygdale au cortex frontal, les sentiments qui remontent des niveaux inférieurs commencent à prendre un sens. Mais si le système de verrouillage est efficace, il se déguise. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne peut pas duper la nature. L'amygdale et les structures qui l'assistent dans le tronc cérébral sont aussi proches de notre mère nature qu'on peut l'être. La zone frontale, en revanche, est une proie facile à qui l'on peut faire croire n'importe quoi si elle est déconnectée. Pour manipuler les idées d'un individu, il suffit de bien comprendre ses besoins. Il devient alors complètement stupide parce qu'il est obnubilé par leur satisfaction. Des fibres
contenant des opiacés relie l'amygdale au système sensoriel où elle filtre les entrées. Elle libère des analgésiques en réaction à la souffrance émotionnelle provenant de l'hypothalamus et des centres limbiques. Lorsqu'une petite fille subit un inceste, ces sécrétions bloquent le message se dirigeant vers le cortex frontal. Mais la terrible souffrance, elle, réussit à passer. Et la personne se sent malheureuse sans savoir pourquoi. Même si elle admet l'existence de l'inceste avec son cortex frontal, cela ne change rien et elle continue à souffrir. Il arrive parfois que le refoulement ou l'inhibition soit si efficace que la composante douloureuse est elle aussi bloquée et la personne ne sent rien. Elle a simplement la vague impression de ne pas vraiment profiter de la vie. L'amygdale contient le sentiment brut. Elle informe de la blessure l'hippocampe, qui va par exemple la qualifier entre guillemets d'humiliation avant de l'envoyer au cortex frontal. Pendant un revécu, l'amygdale transmet également l'information au thalamus qui la traduit pour le cortex frontal, entre guillemets, il me détruise, plein point d'exclamation. Quand le message parvient au cortex, celui-ci désactive la région préfrontale gauche et donne la préséance au cerveau droit, celui qui sent. Le sentiment est désormais connecté. L'amygdale contient les émotions associées à un événement, les réactions viscérales qu'il provoque et la tonalité de ces sentiments, ce que l'on pourrait appeler le ressenti du sentiment. C'est ce ressenti qui me paraît manquer chez tant d'entre nous et qui est absent de la plupart des psychothérapies. De plus, la zone limbique, et notamment l'hippocampe, contient l'historique du sentiment. Ce que le patient formule d'abord en disant entre guillemets mes amis me critiquent devient ensuite, une fois qu'il a plongé dans le ressenti, entre guillemets toujours mes parents m'ont toujours dénigré. Et à l'aide de techniques thérapeutiques appropriées, il finira par implorer, ouvrez les guillemets, papa, dis-moi que je suis quelqu'un de bien, dis-le-moi, je t'en supplie. Voilà pourquoi notre amygdale est si active pendant la phase onirique de notre sommeil, alors que notre cortex frontal l'est beaucoup moins. Les rêves symbolisent les sentiments. Quand nous disons « j'ai fait cette nuit un rêve qui m'a fait horriblement peur », ce n'est pas le rêve qui était en fait effrayant, mais l'empreinte angoissante qui l'a provoqué. Et comme ces sentiments ne nous quittent jamais, nous faisons sans cesse les mêmes rêves. C'est uniquement, à d'innombrables reprises. Ce qui m'intéresse en thérapie, dans les rêves, c'est uniquement les sentiments sous-jacents qu'ils dissimulent, les sentiments réels liés à l'histoire du patient. Les anecdotes qu'il raconte sont une couverture destinée à étouffer l'affaire. Les sentiments. Comme pour le scandale du Watergate, nous ne voulons pas seulement arrêter les comparses, mais nous voulons savoir qui orchestre l'ensemble. C'est le système limbique et certains aspects du cortex droit qui déguisent ainsi les vrais sentiments, et ce déguisement ne présente aucun intérêt puisqu'il ne cesse de changer. Les sentiments et les besoins, eux, restent identiques. Les structures limbiques telles que l'amygdale connaissent une période cruciale de maturation allant de la gestation à l'âge de 2 ans. Bien avant que le cortex ne soit myélinisé et prêt à entrer en action, l'amygdale joue un rôle de premier plan dans le traitement de l'information émotionnelle. Voilà pourquoi l'inconscient est inconscient, parce que les couches supérieures du cortex ne peuvent être mises au courant. Presque tous les vertébrés ont une amygdale et un système inhibiteur associé à la sérotonine qui date de plusieurs centaines de millions d'années. Les chiens et les chats ne peuvent formuler leurs sentiments, mais ils les ressentent. Et ils agissent en conséquence. Les circuits de la douleur et le système de la sérotonine semblent similaires chez tous les vertébrés et sont localisés dans les mêmes zones du système nerveux. Les structures limbiques se ressemblent tellement chez la plupart des mammifères que nous n'avons aucun effort d'imagination à faire pour comparer la réactivité animale à la nôtre. Elles ne divergent que sur le plan des idées associées aux sentiments. L'activation de sentiments engrammés associés à des événements passés se produit sans doute lorsqu'un déclic extérieur, comme le ton menaçant de la voix d'un parent, ou celui de n'importe qui d'ailleurs, stimule l'amygdale qui envoie à l'hypophyse et à l'hypothalamus un signal leur demandant de produire des hormones de stress, ce qui met l'ensemble du cerveau en alerte.
La colère est intériorisée chez l'enfant dans les zones limbiques et corticales. Et quand la quantité d'hormones de stress devient excessive, elle risque d'endommager les neurones. Mais la menace est généralement beaucoup plus subtile. S'il n'y a pas de paroles affectueuses, pas de contact émotionnel, aucune chaleur parentale pendant les premières semaines de la vie, l'organisme du nourrisson va avoir les mêmes réactions que face à un traumatisme. Le danger engrammé est l'absence d'amour et ce manque qui met le bébé en état de stress. Voilà pourquoi les choses sont parfois si ambiguës. On essaie de se rappeler des scènes pénibles de son enfance alors que rien de tel ne s'est peut-être produit. Il reste simplement un vide, sans chaleur, sans amour, sans toucher et sans tendresse. Rien dont on puisse se souvenir. C'est le sentiment lui-même qui constitue le souvenir et il est suffisant pour que l'on puisse s'y engloutir afin de le connecter et l'intégrer. Notre cerveau peut transformer un rien lorsque personne ne nous a regardé dans les yeux, par exemple. Il peut transformer ce rien en lésion physiologique. Ce n'est pas rien pour lui. C'est la frustration d'un besoin. Aucune hormone n'agit seule. Et c'est pourquoi on parle de système endocrinien, un système qui déclenche une cascade d'hormones agissant de concert et provoquant une série d'effets dès que la souffrance fait son apparition. Une psychothérapie qui oublie l'amygdale de son patient et ignore ses sentiments profonds. Il ne suffit pas que le patient pleure ou sanglote sur son enfance. Ça fait de lui un être humain intelligent mais insensible, qui ne peut pas sentir qu'il ne sent rien et qui ne connaîtra jamais le ressenti du sentiment et qui aura de merveilleuses prises de conscience sur son propre comportement tout en étant complètement égocentrique et ne montrant aucune affection ni sensibilité envers son entourage. Au début de sa vie, un enfant subit parfois une sorte d'amygdalectomie, simplement parce que ses parents ne le soutiennent pas. Ses sentiments ne sont pas directement étouffés, ils sont seulement ignorés, ce qui revient au même. Et ils demeurent en lui sans être connectés, exprimés ni résolus. Toute psychothérapie devrait prendre en compte l'amygdale du patient afin qu'il entre en contact avec son moi profond, celui qui ressent. Eh bien, pour ma cliente, avant de tomber sur ce texte, je suis tombée sur le texte consacré à l'égocentrisme dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc, tout est hyper lié. Nous, notre pratique, elle bosse avec tout ça. Sinon, on n'aurait pas les infos. Et donc, on a travaillé avec cette personne sur le ressenti, aller dans le corps. Parce que sinon, ça reste dans la tête et ça reste en surface. On peut beaucoup parler de son problème, mais on ne règle pas pour autant. On ne le règle pas pour autant en profondeur parce qu'on ne va pas dans la mémoire du corps, on ne va pas dans le ressenti.